À l'abordage, Lucas Torrent. Muriel Méra, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes dans l'introduction. Aujourd'hui, on va pas loin de Paris, dans la forêt de Fontainebleau. En tout cas, dans ses environs assez proches, on va dire ça comme ça. Notre reporter du jour, Antoine Lalanne-Desmé, s'y est rendu pour nous faire découvrir un personnage assez extraordinaire. Je confirme. Vous avez déjà écouté. Oui, j'ai déjà écouté. Non, c'est un professionnel d'écouter, c'est normal. Donc par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que ce personnage est un ami d'Antoine Lalanne-Desmé. Il s'appelle Jacques. Et donc Jacques, il a 83 ans, il vit sur une péniche. Et alors pour le reste, j'ai demandé à Antoine Lalanne-Desmé lui-même de terminer la présentation. C'est quelqu'un qui aime le dessin, la lecture, qui a un sacré débrouillard, parce qu'il a fabriqué son propre ULM quand il était jeune. Et surtout, il aime le voyage. Il fait donc beaucoup de voyages, comme par exemple, il a fait un tour du monde en stop à 60 ans. Wow. Il est aussi allé tout au nord de la Norvège, à vélo. Là, il avait 67 ans. Et dernièrement, à 78 ans, donc il y a 5 ans, il a descendu en solitaire le Danube et en canoë. Donc, il s'est mis à voyager sur le tard, une fois à la retraite ? Non, parce que son premier voyage, il l'a fait en 1953. Il avait 19 ans. Il l'a fait grâce à la bourse Zelidja. C'est un organisme qui délivre des bourses de voyage aux 16-20 ans pour qu'il fasse un voyage solitaire. Et lui, son voyage à 19 ans, c'était de naviguer sur le Rhône, sur la Seine aussi, en France, avec un bateau que, bien sûr, il s'était construit lui-même. Et avant d'être à la retraite, et entre deux voyages, il faisait quoi, Jacques, comme métier ? Il a été professeur de sport et aussi professeur de français dans des pays étrangers, le Maroc par exemple, le Pérou, l'Ukraine aussi. Et donc vous, Antoine Lalanne-Desmé, alors c'est pas à l'autre bout du monde que vous êtes allé rencontrer Jacques, c'est un voyage de proximité là que vous avez fait. Oui. Jusqu'à Fontainebleau, c'est ça ? Au sud de Paris. Voilà, juste à côté de Fontainebleau, au sud de Paris, à Vilaine-sur-Seine. Mais j'ai quand même fait 1 heure de train. Et ça valait la peine. Voici, il n'y a pas d'âge pour voyager. C'est un reportage d'Antoine Lalanne-Desmé. Il est réalisé par David Golan. Allô ? Oui, Jacques, c'est Antoine. Je suis arrivé, je suis à la gare de Fontainebleau. Tu sors du côté de l'arrivée de le parking juste en face. Un break blanc. J'arrive, à tout de suite. À tout de suite. Ah, Jacques. Bon, ça va bien ? Bonjour Antoine. Voilà. Alors on va aller au bateau. Voilà. Et c'est l'endroit où la Seine passe le plus près de Fontainebleau. Il y a environ 4 km de Fontainebleau. C'est à Vulaine. C'est à Vulaine-sur-Seine. Voilà la maison de mes parents. Donc c'était l'ancien garage de la maison Mallarmé qui avait ni eau, ni rien, ni aucun confort. Alors une fois par semaine, on allait prendre un bain dans la baignoire maison Mallarmé. Enfin ça c'est dans les années 40. Hein. Mais ça s'appelle comme ça parce que l'écrivain du 19e siècle, Stéphane Mallarmé, y a vécu. Et ta péniche, elle est à 2 minutes en voiture de la maison Mallarmé dans laquelle tu as grandi. Voilà, alors nous arrivons sur le quai où se trouve mon bateau. Alors on va aller jusqu'à mon bateau, si tu veux bien. Alors tu vois, voilà. Le bord de Seine où je suis amarré. Et tu vois 3 chaises, là ce sont des gens qui sont venus l'autre jour et qui se sont assis pour regarder mon bateau. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là ? Elle me dit, monsieur, on regarde votre bateau et on rêve. C'est vachement sympathique. Voilà. Alors ce que tu peux voir de ce bateau, c'est que c'est un bateau de mer. Au départ, c'était un bateau qui naviguait en Zélande, mais qui était trop petit pour qu'un marinier actuellement puisse gagner sa vie.
Ce bateau, c'est une péniche. C'est des bateaux pour transporter les marchandises. Mais le tien, il a été transformé en habitable. Voilà. Et alors, tu vois, sur le pont, là-bas, à l'avant, il y a le canoë canadien avec lequel j'ai descendu le Danube. C'était pendant ma 78e année. C'était il y a 4 ans, ça? 5 ans? 4 ans, oui. Ben oui. Depuis, j'ai pas arrêté de vieillir. Voilà. Donc nous sommes dans la péniche, dans l'Insoumis. Dans la timonerie. Là où on pilote. Avec, tu vois, une vue sur les côtés, avec des grandes fenêtres. Et quand on rentre, on est à côté du gouvernail, Jacques. Une barre qui ne ferait honte à aucun des bateaux pirates de légende. C'est une grande roue. C'est une grande Effectivement, roue, comme dans les films de pirates. C'est une grande roue. Elle est cerclée à l'extérieur, de manière à pouvoir la lancer à toute vitesse pour passer un pont avec les remous, ou en canal. Tu restes quelques secondes sans faire attention et tu touches le bord, quoi. Il fait combien de long ce bateau? 28 mètres 13 sur 4,96 et il pèse à peu près 70 tonnes. Voilà. Et il est un tout petit peu plus vieux que moi, tu vois, il est de 1931. Il s'appelle l'Insoumis. C'est parce que à Paris, quand je l'ai amené de Hollande, on me l'a détaché et il est parti tout seul descendre la Seine sur près de 600 mètres. Et donc, ma femme me dit, il fait ce qu'il veut ce bateau. Et donc, on va l'appeler Insoumis. Avant, quand je l'ai acheté, il s'appelait Lys. Voilà, le nom hollandais, c'était Lys, L-I-S. Voilà. T'es content de ce nom? Oui, bah je sais que ça me dessert un petit peu auprès des réacs de la région, parce qu'on me dit, ah oui, c'est vous l'Insoumis, tu vois. Voilà. Jacques, t'as descendu le Danube à la rame en canoë. Oui. Le but était d'aller en Ukraine. En Ukraine, on peut très bien y aller en partant de Paris avec un avion, ça coûte pas très cher. Absolument. Mais il y a un certain plaisir, quand même, à réaliser quelque chose qui te fait envie. Moi, j'avais envie de descendre le Danube. Ça, tu t'es dit quand t'avais quel âge? Quand j'étais tout môme. Je lisais les bouquins de Jack London, de Jules Verne, mais j'ai tout de suite compris que j'irais pas dans la Lune, que j'irais pas dans un sous-marin, parce que j'habitais au bord de la Seine et je voyais tous les jours passer des bateaux. À l'époque, ils étaient tirés par des chevaux. Il y avait une corde, un bout. Voilà, une amarre. Qui était entre le cheval et le bateau. Et le bateau avait un mât au milieu pour que ça épargne, que ça évite les petits arbustes qu'il y avait au bord. Ça a été les premiers remorqueurs avec une grosse cheminée, et ils passaient sous les ponts, c'était très compliqué, surtout en hiver. Donc tu vois, je crois que je me suis dit, le Danube, c'est une aventure à ma portée. Mais on m'a souvent dit, on s'est moqué de moi au départ, on me disait, ce qui serait sportif, ce serait de le remonter, le Danube. Parce qu'en fait, t'es parti de Ulm, en Allemagne, dans le sens du courant. Bien sûr, bien sûr. Bon, à mon âge, parce que maintenant les gens commencent toujours leur phrase lorsqu'ils me parlent en commençant à ton âge, ou tu sais l'âge que t'as, etc. Mais enfin, je ramais quand même entre 8 et 10 heures par jour. Enfin, ça fait combien de kilomètres? J'ai fait une moyenne de 50 kilomètres par jour. Voilà. On va le voir ton canoë parce que il est sorti de l'eau. Donc on va pouvoir l'observer de très près, ce canoë. C'est avec ce canoë que tu as descendu le Danube, et c'est vrai qu'il n'est pas très grand. 5,80 m. Coque blanche et bleue avec un trait rouge. Là, c'est une bande de laine de verre que j'avais remis pour rebloquer bien les deux morceaux de la coque. Ça, c'est la fibre de carbone, ce que tu vois, regardez là. La fibre de carbone. Ça, c'est extrêmement solide. Ça, tu peux donner un coup de couteau, tu ne l'ouvres pas. Alors, j'ai marqué la francophonie. La francophonie, c'est le nom de ton canoë. C'est le nom du canoë, voilà. Pourquoi l'avoir baptisé ainsi? Parce que d'abord, moi, j'ai passé ma vie à enseigner le français, et puis que je voulais voir ces pays de l'Est qui ont été francophones si longtemps, et qui maintenant remplacent presque partout l'enseignement du français par l'enseignement de l'anglais. C'est ce que tu as constaté pendant cette descente du Danube? Bien sûr, bien sûr. En général, j'allais à l'université et je disais, j'allais dans la section où on enseignait le français. À Vienne, j'en ai pas trouvé. On m'a dit, non, on n'apprend plus le français parce que ça mène nulle part. Mais j'étais surpris, j'étais français, et donc on se mettait en quatre pour m'aider, où que ce soit. Par exemple, dans ce petit café là, où le monsieur s'est levé en disant, quand moi là,
français pas payé café, tu vois. Et un jour sur le Danube, je vois une barque de pêche avec un petit moteur Evinrude, un petit moteur pot comme ça, et puis un monsieur à peu près de mon âge avec un tout jeune garçon. Et ce monsieur s'arrête une dizaine de mois et me crie « Monsieur, je parle français !» Et puis il y avait son petit garçon qui venait de mordre dans une pomme. Et le grand-père se tourne vers lui et dit « Vas-y !» Et le petit garçon coupe la pomme en deux, me tend le morceau où il n'a pas mordu, et il me dit en français « Pour vous, monsieur !» Formidable, voilà. C'est vraiment des gestes extrêmement sympathiques à l'égard des Français, à l'égard de la France en général. Hein. Et c'est dans ce bateau, dans ce canoë que tu as ramé pendant près de 3 mois ? Oui, non, j'ai ramé 60 jours, vraiment, de jours de rame. Alors, le matin, je partais en général très tôt. Il m'est arrivé de partir à 3 heures du matin quand il faisait encore nuit. Parce que dans les zones où il y avait du vent, le vent se levait vers 6-7 heures. Et je l'avais toujours contre moi. Alors là, je me rasais, je me lavais les dents, j'enlevais mon pyjama parce que c'est une question de standing. Je me mettais en pyjama pour dormir tous les soirs. Hein. Tu dormais dans le bateau ? Et je dormais dans le bateau. Bah, tu vois, presque 80 cm de large sur 2,50 m de long. Donc j'étais aussi bien que dans un lit et beaucoup mieux que dans un voilier de compétition. Au départ, l'objectif, c'était d'être seul au milieu du Danube, loin des berges. Voilà, tout seul. Mais évidemment, je finis par rejoindre le bord, soit aux écluses, soit quand je m'amarrais, il y avait des gens qui venaient me voir. Des fois, en général, pour me dire, mais vous êtes complètement fou, vous savez, vous avez vu les vagues qu'il y a, etc. Vous devriez abandonner. Hein, voilà. Bon, si tu veux, un monsieur de 78 ans, ça fait plus ce genre de choses. Et pourquoi pas ? Moi, à 60 ans, on m'a envoyé une lettre me disant « Monsieur, vous avez atteint l'âge de faire valoir vos droits à la retraite. Vous êtes dorénavant inscrit sur le grand livre de la dette publique. » Quand tu sois ça, tu te dis « Mais ça y est, je suis plus bon à rien. » C'est un peu angoissant quand même, de se dire « Maintenant, j'ai plus qu'à attendre la mort. » Tu vois, là, c'est marrant parce que le Danube, je m'aperçois quand je fais une conférence dans un club de personnes âgées, que les gens viennent me voir et t'as l'impression qu'ils réalisent qu'ils sont pas morts et qu'ils peuvent aussi faire quelque chose, tu vois. C'est pour ça que je pense que tant que tu es encore en état de marche, il y a plein de choses à faire. Et maintenant, j'ai dépassé la moyenne. Donc tout ce que je fais maintenant, c'est durable, c'est du bénéfice. Voilà, il y avait un peu cette idée-là, tu vois. Ce truc en disant, mais arrêtez de me classer dans les vieux vieillards vieillissants, je vais vous montrer que vous vous trompez. Puisque j'avais bien ça dans la tête, et que ma vie, elle se rétrécissait, il fallait que je le fasse. Et quand on me demandait pourquoi vous l'avez fait cette année, où le temps est si mauvais, je disais parce que l'année prochaine, je pourrais peut-être pas le faire. C'est un peu pour ça que moi, je m'efforce à ne pas abandonner tout. Parce que je crois que maintenant, quand on abandonne, on ne reprend pas. Enfin, on vieillit, puis on arrête de faire « je prends la voiture plutôt que de prendre le vélo. Je vais prendre l'ascenseur plutôt que de monter l'escalier. » Alors que si tu continues, eh bien, tu dures plus longtemps que les autres dans un état... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Mais jusque-là, j'avais jamais souffert de rien. Mais j'ai pris du Mediator. Ce fameux médicament qui a tué 2000 personnes. La remplaçante de Montoubi m'avait donné du Mediator parce que je lui ai dit, vous savez, j'ai pris un peu de bedaine. Elle me dit, je vais vous donner quelque chose qui va vous aider à maigrir. Et elle m'a donné du Mediator. Et 6 mois après, ma valve mitrale gauche déconnait. Alors, pour vérifier que l'opération a été bien faite, je suis monté au Cap Nord à vélo. Le Cap Nord ? Le Cap Nord, c'est au sommet de la Norvège. C'est le point le plus extrême du continent. Mon cœur a parfaitement marché. Tu as été beaucoup prof, Jacques, dans ta vie. Tu as souvent eu des jeunes avec toi. Qu'est-ce que tu as essayé de leur transmettre à ces jeunes ? Alors, écoute, justement, il faut trouver ce dans quoi les élèves se montreront les meilleurs. J'essaie de leur transmettre l'idée qu'ils peuvent le faire. Pas de leur donner une solution toute faite. Ça, c'est l'Église, ça s'appelle le dogme. Mais je pense que tu t'aperçois que des gens qui étaient des fumistes, enfin qu'on considérait comme fumistes, d'un seul coup se révèlent très capables. Et c'est ça qui est passionnant. J'avais un gosse à un moment qui avait une pince, les doigts collés là et là. Et il était dispensé de gym. Et je l'ai fait grimper à la corde. Ce môme, il a été bouleversé. On lui avait dit, non, moi je lui ai montré qu'on grimpe pas à la corde avec les mains, mais avec les pieds. Tu plies tes jambes, tu coinces les pieds et tu te relèves. Et tes mains ne servent qu'à te tenir. Je lui ai expliqué ça, il est allé à la corde et il a grimpé. Il s'est rendu compte qu'il avait un handicap, mais que ça ne l'empêchait pas de réussir. Parce qu'en fait, on est tous capables de faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Beaucoup, beaucoup plus.
Il y a un bateau qui passe. Oui. C'est une péniche. Ça, c'est un bateau qui transporte des céréales, tu vois, il est fermé. Et il passe près. Lui, il passe près là, et lui, il m'emmerde. Ça va faire des vagues pour ton bateau, qui est amarré. Oui, tu vois, donc je vais taper. J'ai fait signe de s'écarter un peu. Magister, il s'appelle. Magister. Tu vois, 2350 tonnes. Tu vois, 2350 tonnes. Voilà. Alors, longueur, tu vois, 110 mètres par 9 mètres 80. Ça, c'était les bateaux du Danube. Ça, c'est des bateaux que tu croisais? Ah, absolument. Mais c'est immense. Ah bah, tu vois un peu. Alors, évidemment, quand il rentrait dans une écluse et qu'il y en avait un autre devant, moi, j'étais tassé juste derrière l'hélice. C'est dangereux. Ben, c'est-à-dire que quand lui redémarrait, je bougeais quand même pas mal, quoi. Quand tu ramais sur le Danube, à quoi tu pensais? Au début, je pensais surtout à ma fille. Parce que ta fille est décédée d'un cancer des poumons juste avant ton départ. 2 ans avant, quoi. Voilà, le temps que voilà. Et je voulais savoir, je voulais tâcher de comprendre ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se produise pas. Je restais quand même des heures à ramer, j'allais dire mécaniquement, et donc j'avais tout le temps de reprendre, de ressasser, de voir ce que j'avais pu faire et surtout ce que je n'avais pas fait pour arriver à ce résultat catastrophique où ma femme meurt devant le cercueil de ma fille. Toutes les deux fumaient ensemble. Ma femme avait la maladie d'Alzheimer. Je la sors de l'hôpital, je l'amène au cimetière. La veille, elle savait pas trop qui était mort, si c'était ma fille ou sa mère. Et là, on met une photo de notre fille sur le cercueil. Ma femme la regarde et puis elle se tourne vers moi et elle me dit « Elle était belle, notre fille. » Et elle tombe. Le cœur venait de s'arrêter. SAMU, les pompiers, on n'a pas pu la ranimer, elle était morte. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était tellement anormal de mourir bêtement comme ça. Enfin, je continue à croire que vraiment l'essentiel, la cause principale, c'est le tabac. Alors maintenant, mais bon, j'ai eu des problèmes avec mon fils, mes petits-enfants qui fument et qui m'ont répondu que c'était leur vie. Et j'ai même eu une amie psychologue qui m'a expliqué que chacun était maître de sa vie, qu'il était libre d'en faire ce qu'il voulait. J'ai beaucoup de mal à supporter ce comportement-là parce que maintenant, tout le monde sait que c'est une connerie. Tout le monde sait que la moitié des fumeurs vont crever du tabac. Et pratiquement, je pense que quand tu veux aider quelqu'un que tu aimes, faut être beaucoup plus habile que moi pour l'amener à changer d'avis. Le moindre conseil est ressenti comme une critique. Et donc, je ne sais pas comment on peut empêcher quelqu'un de faire une connerie. T'as vu l'oiseau qui décolle là? Un cormoran. Tiens, regarde des cygnes. Ils viennent bouffer le pain dans ma cuisine. J'ouvre le hublot, ils passent la tête et ils bouffent le pain. Il y a des oiseaux en France extraordinaires. Le paon. Le paon, c'est un oiseau extraordinaire. Il a une voix dégueulasse. Léon, Léon, Léon. Bon. Tu fais très bien le paon. Le faisan, oui, je fais bien le paon. Il y a en forêt de Fontainebleau, il y a des faisans vénérés, tu sais, avec les grandes plumes de toutes les couleurs. C'est absolument superbe. Là, on est à l'avant du bateau. On appelle ça la proue. La proue. Et on est sur la Seine, on peut la voir devant nous. Oui. Là, il y a le soleil qui commence à se coucher parce qu'il doit être 19h30. Tu t'assois souvent sur le pont de ta péniche, de l'Insoumis? Oui, ça m'arrive. Et surtout, écoute, c'est le matin. Le matin, il y a une petite brume à 10 cm au-dessus de la Seine. C'est absolument magnifique. Il n'y a pas un poil de bruit. Très tôt le matin, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je prends mon canoë et que je descends. Mais là, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, un monde assez féerique, à condition qu'il fasse beau, hein. Mais c'est vraiment formidable, oui, oui. Est-ce que Jacques, tu vis sur ce bateau? À chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire que en ce moment, je suis en train de le reconfigurer, et donc je dors chez moi, mais autrement, je vis sur le bateau.
Et pourquoi tu préfères vivre sur un bateau, Jacques, alors que t'as ta maison qui est pas très loin, qui est à 600 mètres d'ici? D'abord parce que ça me donne un sentiment de liberté, j'ai pas de bruit autour de moi, j'ai un coup d'œil magnifique dès que je me lève le matin, à travers la fenêtre je vois la Seine, le petit brouillard, quelques centimètres au-dessus du sol. Puis c'est surtout parce que je suis chez moi, je l'ai fait comme je le voulais, à peu de choses près, donc j'ai l'impression d'être bien chez moi. Le bateau et moi, on fait presque une entité. Mais libre, c'est un grand mot, Jacques, parce que le bateau, il est quand même amarré. Écoute, je pense que le bateau, ça donne un peu une idée de liberté, donc de déplacement en cas de besoin. Je pourrais très bien, un été, aller par exemple monter dans le nord, ou bien en hiver, descendre sur le canal du Midi. Tu te verrais un jour, Jacques, revendre ta maison et vivre que sur le bateau? Oui, tout à fait. Mais des fois, je me verrais même vendre la maison et le bateau et vivre en me promenant à travers le monde. Hein. Ma voiture, que j'appelle ma voiture liberté parce que je peux y dormir, m'a permis de faire des chouettes voyages sans difficulté. Hein. C'est la solution qui me permet de voyager pour 3 fois rien. Muriel Méra, il est incroyable ce Jacques, hein, on le redit, 83 ans. Ouais, c'est vraiment une belle rencontre. Et puis alors c'est quelqu'un, donc une rencontre réalisée par Antoine Lalanne d'Esmé, un rendons à César, ce qui lui appartient. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jacques, c'est qu'il donnerait presque envie de vieillir. Ou en tout cas, en l'écoutant, on se dit qu'être jeune tout en devenant vieux, c'est possible, ce qui est assez rassurant. Alors, on l'a compris, Jacques, c'est un grand sportif, mais pour Antoine Lalanne d'Esmé, ce qui explique aussi la jeunesse de Jacques, c'est qu'il est constamment en contact avec des jeunes et puis qu'il a plein de projets dans sa tête tout le temps. Antoine Lalanne d'Esmé m'expliquait par exemple que Jacques était en train de préparer un spectacle de claquettes. De claquettes. Un spectacle qu'il jouerait sur sa péniche avec un groupe de musique et qu'il présenterait comme ça dans des villages au gré des villages croisés le long des canaux. Et puis rassurez-moi, Muriel, c'est évidemment Jacques lui-même qui fait les claquettes. Bah oui, autrement je vois pas où est l'intérêt de vous en parler. Non, parce qu'à 83 ans, déjà organiser un spectacle de claquettes c'est bien, mais faire un solo de claquettes... On l'appelle Fred dans l'intimité. Ah, Fred et ses claquettes. Merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre.